Salut à tous et bienvenue dans la suite de ce programme de formation en HTML5 et CSS3 dédié aux débutants. Déjà à ce niveau de la formation, on a traité de certains concepts fondamentaux de l'intégration HTML et on a également intégré le CSS à notre travail. Ensuite, on a fait un premier TP dans lequel on a géré un tableau. Donc, on a traité le tableau en HTML et en CSS. Et dans cette partie, avant d'attaquer la conception réelle, donc avant d'attaquer notre projet réel, je me dis qu'on va faire un deuxième TP et cette fois, ça sera sur le formulaire. Je vous avais fait comprendre lorsqu'on travaillait dernièrement qu'il fallait lire la documentation liée au formulaire parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient de nouveau associés. Donc, si vous avez pris la peine de lire la documentation associée au formulaire, vous n'aurez pas réellement de problème avec le petit TP qu'on va faire dans cette partie parce qu'on va réellement traiter d'un formulaire et on va utiliser beaucoup de balises qu'on n'utilise généralement pas dans des formulaires ordinaires. Donc, la première chose qu'on va commencer par faire, c'est de mettre notre navigateur d'un côté et de remettre notre éditeur de texte d'un côté comme on le fait très souvent. Ensuite, je me dis que pour ce tutoriel, on va supprimer tout ce qu'on a déjà ici dans notre partie CSS. Donc, on va commencer tout notre formulaire dès le début. On n'aura rien dans notre document, que ce soit en HTML ou en CSS. Donc, dans notre HTML ici, on va supprimer tout ce qu'on a et on va simplement laisser la structure d'une page HTML. Ça veut dire qu'on va laisser l'entête qu'on a ici, le head, et on va laisser un body totalement vierge. La prochaine chose qu'on va ensuite faire, c'est de démarrer notre page dans le Live Server, histoire de voir les modifications au fur et à mesure de notre évolution. Donc, actuellement, on a cette page qui est totalement vierge et on va se dire, par exemple, ici, que le titre, ça sera TP Form. Donc, on peut dire formulaire. Donc, après le titre ici, on se dit, on va penser à la structure de notre formulaire. Mais la première chose déjà à faire, c'est de s'ouvrir ici notre balise Form. En ce qui concerne ici l'attribut action, on va le laisser ou alors on peut le supprimer, ça ne changera rien. Autre chose que je tiens également à préciser, je ne vais pas m'attarder sur la saisie des éléments HTML et CSS. Je vais aller relativement vite, vu que mon éditeur de texte est configuré pour ça. Et si vous voulez aller aussi vite que moi, vous n'avez qu'à regarder le tutoriel dédié à la configuration de Visual Studio Code. Le lien du tutoriel en question se trouve dans la description de cette vidéo et de beaucoup d'autres vidéos de la formation HTML et CSS. Donc, une fois qu'on a ouvert ici notre balise forme, la première chose que je vais me mettre, c'est un H1 par exemple. Et à l'intérieur, je vais simplement dire qu'on va postuler. Donc, c'est un formulaire d'inscription ou alors on peut dire c'est un formulaire pour s'enregistrer ou envoyer notre CV. Dans ce formulaire, on va se dire qu'on aura deux grands groupes. Le premier grand groupe ici, là, ça sera les informations de base. Et pour se créer un groupe dans un formulaire, on utilise ici une balise HTML qu'on appelle le field set. Dans ce field set, je vais lui donner un titre et c'est pour cela que je vais utiliser ici la balise legend. À l'intérieur du legend, je vais mettre un span et à ce span, je vais mettre un nombre. Je dis que c'est la première partie ici. Après le span, je vais mettre par ici identification. Donc, je me dis, dans le premier groupe, on va traiter de l'identification de celui qui envoie son CV, donc celui qui s'inscrit. Et je vais me dire qu'au niveau de la classe, au niveau du span qui est ici, je vais lui donner une classe que je vais appeler number, simplement. Donc, à ce niveau, vous voyez que j'ai déjà postulé par ici. Et ensuite, j'ai cet élément qui apparaît là avec identification. Donc, ça vient de me créer un groupe dans mon formulaire. Une fois que j'ai créé ce legend, je me dis que je vais le dupliquer immédiatement. Et à ce niveau, on aura le deuxième grand groupe. Et ce deuxième grand groupe va simplement s'appeler ici profil. Maintenant que j'ai mis les deux grands groupes qui seront dans notre formulaire, chaque grand groupe doit avoir certains éléments. Et je me dis que dans le premier ici, je vais mettre un label. Et pour ce label, je vais demander que ce soit le nom. Une fois que je mets le nom, je viens de ce côté et je vais simplement mettre ici nom. Et en dessous de ce label, je vais me mettre un input. Et on s'était dit par défaut, c'est généralement les inputs de type texte. Vu que j'ai mis un label for name, je me dis que je vais mettre un ID ici. Et ce ID également sera name. Donc, ce que je viens d'écrire à ce niveau, je vais dupliquer cela une autre fois. Et à ce niveau, je me dis qu'on va plutôt demander à ce que ce soit l'email. Donc, ici, je ne vais pas mettre nom et je vais plutôt mettre email. Ça sera un input de type email. Je duplique de nouveau ce que j'ai par ici et je me dis qu'à ce niveau, on va plutôt demander à ce que ce soit le mot de passe. Donc, je vais mettre ici password.
À ce niveau, je vais demander à ce que ce soit le mot de passe. Donc à ce niveau, vous voyez que j'ai déjà 3 champs qui apparaissent dès que je sauvegarde. Je continue un peu plus bas et je me dis que je vais m'ajouter un autre label. Mais cette fois, je ne vais pas lui mettre son attribut fort ou alors je peux simplement laisser ça comme ceci. J'ajoute ce label et à l'intérieur, je vais dire statut. Et pour gérer ce statut, je vais mettre ici un input. Mais cette fois, ça sera un input de type radio. Je me dis qu'au niveau de l'input de type radio, je ne vais pas traiter de l'attribut name, je pourrais le laisser simplement ici, mais je vais dire par exemple que l'identifiant que je lui donne, ça sera pour minor, pour dire qu'il est mineur. Et après, je vais également lui donner aussi un value, et cette valeur sera du même type, donc c'est un mineur, je mets la minor. Une fois que j'ai fini avec, c'est en dessous que je vais ajouter un autre label et c'est donc ce label qui va faire la liaison avec le minor que je venais de mettre un peu plus haut. Et à l'intérieur, je vais simplement mettre ici mineur. Ce que je viens d'écrire, je ne vais pas me gêner. Je vais dupliquer ça de nouveau et juste en dessous, je vais sélectionner tout ce que j'avais appelé minor. Je vais l'appeler simplement major pour dire qu'il est majeur actuellement. Et ici, je vais mettre majeur. Donc là, j'ai 2 boutons qui apparaissent. Je peux choisir soit mineur, soit majeur. Et là, il y a un problème. Oui, majeur est apparu ici en dessous. Donc là, ça me va. À ce niveau, je me dis que je viens de finir avec la première grande partie, donc le premier fil set. Et je vais me lancer directement dans le deuxième fil set. Et quelque chose que j'ai fait de vraiment stupide, c'est que j'ai mis les deux légendes en fait dans le même fil set. Donc j'aurais dû créer un deuxième fil set par ici. Et c'est à l'intérieur que j'aurais dû mettre ma deuxième légende par ici. Donc je vais sauvegarder là, vous voyez que j'ai vraiment 2 groupes qui se matérialisent évidemment. Dans ce deuxième groupe, on va commencer par se mettre un text area. Je me dis que je vais rajouter ici un label for bio, pour la biographie. Et là, je vais mettre par exemple biographie ou simplement bio, tout dépend de vous. Et en dessous, je ne vais pas me mettre ici un input, je vais me mettre simplement un text area. Dans ce text area, l'attribut name ne m'intéresse pas. Au niveau de l'ID, on a dit que c'est pour la biographie. Au niveau des colonnes et des lignes ici, je vais simplement supprimer ça, ce n'est pas vraiment important. Donc c'est à ça que va ressembler mon text area. Et on a ce champ qui apparaît immédiatement de ce côté. Je descends un peu plus bas et je me dis que je vais rajouter un nouveau label ici pour le travail. Et on va mettre ici spécialité. Une fois que je mets la spécialité, vu qu'on peut avoir plusieurs types d'emplois, je me dis que je vais plutôt utiliser ici un élément HTML de type select. Dans ce select, je ne vais pas m'intéresser à l'attribut name. Par contre, au niveau de l'ID, je vais mettre job comme j'avais mis simplement au niveau du label. Maintenant, dans le select, on s'est dit que pour qu'il fonctionne, il lui fallait les options. Et au niveau des options, on peut réorganiser les options. De quoi est-ce que je parle en fait? Lorsqu'on a des métiers, on peut dire par exemple qu'il y a un mécanicien. Et le mécanicien peut être un mécanicien automobile ou alors un mécanicien, je ne sais pas trop, des tracteurs. Donc bref, il y a plusieurs types de mécanique. Donc ce qu'on va faire ici, c'est d'utiliser une balise qu'on appelle le opt group. Et le opt group ici, là, va nous créer les groupes d'emploi en fait. Et là, je vais simplement dire que il va prendre l'attribut qu'on appelle le label. Et ce label, ça sera par exemple pour le web. Donc pour dire qu'on veut des métiers du web. Et à l'intérieur, c'est là où on va donc rajouter nos options. Et on va se dire que lorsqu'on prend la première option, on va lui dire par exemple que c'est du front. Et ici, je vais mettre simplement un truc qui sera de type front-end. Ce que je viens d'écrire, je vais me dupliquer ça environ 5 fois, comme ceci. Et là, je vais me dire, ici, on aura un développeur PHP. Donc, à ce niveau, je vais simplement mettre PHP. En dessous, je me dis qu'on aura Python. Et quand je vais revenir de ce côté, je mets Python. Et puis, ainsi de suite, vous avez compris. Donc, ce que je mets ici n'est pas vraiment important. Vous allez voir ce que vous allez mettre de votre côté. Donc, du coup, je me dis que je pourrais m'arrêter à ce niveau-ci. Par la même occasion, je me dis que je vais dupliquer ce groupe que je viens de mettre à ce niveau et je vais mettre par exemple ici mobile. Donc pour dire quel type de développement mobile il fait. Dans un premier cas, je me dis que ça peut être ici Android et là je vais préciser que c'est Android. Dans un deuxième cas, je me dis que ça peut être de type iOS et ici je vais mettre
iOS, et dans un troisième cas, je vais par exemple me dire que c'est un mobile designer. Et ici, on va dire concepteur mobile. Je vais supprimer la dernière valeur que j'ai par ici et je vais dupliquer de nouveau ça une troisième fois. Donc lorsque je duplique ça une troisième fois, je me dis qu'à ce niveau, on va parler par exemple de ce qu'il fait comme business. Et là, je ne sais pas trop si j'ai bien écrit, mais je crois que business, c'est un seul N de ce côté. Et je pense qu'au niveau de mes labels, je devrais mettre la première lettre à chaque fois en majuscule. Donc je vais rajouter ce B, ce W également en majuscule. Au niveau du business ici, on va se dire par exemple, est-ce qu'il est une entreprise? Et dans ce cas, je vais mettre ici, possède une entreprise. Et dans la mesure où il ne possède pas une entreprise, on va se dire qu'il travaille en freelance. Donc, je vais mettre ici un freelancer. Et j'ajoute ici en freelance. Et puis là, je vais simplement supprimer la dernière option. Donc, si on vient regarder de ce côté à quoi ressemble notre select, voilà les éléments qu'on va y retrouver. Et vous conviendrez avec moi que c'est beaucoup mieux organisé. Et là, je vois que j'ai écrit mobile. Je devrais plutôt écrire par ici mobile. Une fois qu'on a fini avec le select, je me dis qu'on va également utiliser ici les inputs de type checkbox. Dans quel cadre, par exemple, on se dit qu'on va mettre un label. Pour ce label, je ne vais pas mettre de for et je vais par exemple dire que ce sont les centres d'intérêt. Et pour ces centres d'intérêt, je me dis qu'on va mettre ici un input de type checkbox. Au niveau du name, on ne va pas gérer, mais au niveau de l'identifiant, je vais dire que ça correspond au sport. Je me dis ensuite que je vais également lui donner une value et la valeur qu'il va porter, ça sera bien évidemment la valeur sport. Là, je vais mettre ces éléments et en dessous, je me dis désormais que je vais mettre le label qui sera donc associé à ce sport. Donc, je mets juste ici en dessous sport et je me dis là, c'est le sport. Donc, si je sauvegarde, vous voyez que j'ai une checkbox ici, un centre d'intérêt qui correspond au sport. Ce que je viens d'écrire, je ne vais pas me gêner et je vais dupliquer ça 2 autres fois. Je me dis que dans le deuxième cas ici, ça ne sera pas du sport, mais ça sera peut-être de la danse. Et je vais mettre les éléments qui sont ici, tous en minuscules. Et c'est à ce niveau que je vais demander à ce que la danse soit en majuscule. Et au niveau du dernier élément ici, ça ne sera pas du sport, bien évidemment, ça sera du tourisme. Donc, je vais écrire tourisme. Et à ce niveau, je vais mettre tourisme. Je me dis que l'on vient de mettre tous les éléments qui nous intéressent pour notre formulaire. Le dernier truc qu'on pourrait faire, juste après ce deuxième fil 7 par ici, on va se mettre un button de type submit. Et à l'intérieur, on va simplement dire qu'on veut désormais postuler. Donc là, on vient de créer la structure de notre formulaire et on va se rendre immédiatement dans notre CSS. Mais on va s'assurer déjà qu'on a chargé le lien CSS en lui-même par ici. Donc, dans notre CSS, la première chose à laquelle on va s'intéresser, c'est le body en lui-même. Le body qui représente tout le document. Et on va lui donner ici un font family. Le font family en question, je vais utiliser ici une police qui est native dans Windows. C'est le TW SENMT. Et je me dis que dans la mesure où on ne parvient pas à charger le TW SENMT, on va donc charger du sans serif. Là, vous voyez que j'ai une police de texte qui vient d'être modifiée. La deuxième chose que je me dis ensuite, c'est que je ne vais pas utiliser une couleur qui est totalement noire. Je vais utiliser aussi une couleur qui est du 24, 2A et ensuite 30. Donc, si vous testez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas totalement noir. En dessous, je me dis qu'on va descendre et on va s'intéresser à notre formulaire en lui-même. Et pour ce formulaire, je demande à ce que sa largeur maximale, donc je donne ici un max 8, ça ne devra pas dépasser les 300 pixels. Ensuite, je me dis que je vais lui donner un margin qui sera de 10 pixels en dessus et en dessous et à gauche à droite, ça sera auto. Généralement, ça a pour effet de centrer nos éléments à la page. Je vais lui donner un padding et je me dis que pour le padding, ça sera de 10 pixels et ensuite 20 pixels. Donc, on aura 10 pixels en dessus et en dessous et 20 pixels à gauche et à droite. Et ensuite, je vais lui donner ici une couleur de fond.
Cette couleur de fond, ça sera du dièse F8, F7, F4. Et là, vous allez remarquer que la couleur de fond vient légèrement d'être modifiée uniquement au niveau du formulaire. Maintenant que j'ai fini avec le formulaire, je vais m'intéresser au H1 en lui-même. Et pour le H1, je vais simplement lui donner un margin. En réalité, généralement, les H1 ont des marges. Donc, ce que je vais faire, je vais détruire sa marge supérieure. Je vais détruire sa marge droite. Je vais demander que sa marge inférieure soit de 30 pixels. Ensuite, je vais détruire sa marge gauche. Là, vous aurez sans doute remarqué que quelque chose aura changé de ce côté. La deuxième chose, je me dis que je vais le centrer. Donc, je lui donne ici un text align à center. Maintenant, je vais m'intéresser au titre des sections de mon formulaire. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de cibler la classe que j'avais appelée ici number. Et lorsque je cible cette classe, je me dis que je vais lui donner une couleur de fond qui sera du dièse FF A400. Ensuite, je me dis que je vais lui donner une couleur blanche. Donc, je vais mettre ici un color qui sera de type dièse FFF. C'est une couleur qui est blanche. On va descendre, je me dis que je vais lui donner une hauteur de 30 pixels, une largeur de 30 pixels et il sera en display inline block. Ensuite, je vais lui donner ici là un font size de 0,8 em. Donc, on a quelque chose qui ressemble déjà à ceci. En évoluant, je lui donne un margin right de 4 pixels, un line height ici qui correspond à une interligne de 30 pixels et je vais également lui donner un text align à center. Je veux que ça se retrouve au milieu de notre élément. Vous voyez que là, le chiffre se retrouve exactement au milieu de notre carré. Et ce carré en lui-même, je vais l'arrondir, donc je vais lui donner ici un border radius de 50%. Je vais ensuite m'intéresser au fill set et au legend qu'on a par ici. Donc, lorsque je descends et que je sélectionne ce que j'ai appelé fill set, je vais simplement dire que dans un premier temps, je ne veux pas qu'il ait de bordure. Donc, je mets ici un border à none et je me dis par exemple que je vais lui donner un margin bottom à 30 pixels pour que nos éléments soient bien séparés. Ensuite, je vais m'intéresser également au legend. Et pour le legend, je vais simplement lui donner un font size ici de 1,4 em. En ce qui concerne les tailles de texte que j'utilise, vous allez remarquer qu'à des moments, il y a le pixel et à des moments, il y a les em, il y a également les rem. Je vous laisse vous documenter concernant les unités de mesure des textes en CSS. Et en dessous, je me dis que je vais lui donner un margin bottom de simplement 10 pixels. Donc là, je viens de finir avec les fill set et compagnie. Maintenant, on va se concentrer sur les champs de formulaire en eux-mêmes. La première chose à laquelle je vais m'intéresser ici, c'est le label. Je me dis que lorsque je vais cibler mes labels, je vais leur donner un certain nombre de styles. En particulier, je vais simplement demander que ce soit de type display block et je vais leur donner un margin bottom d'environ 8 pixels. Ce qui fait en sorte que les labels vont prendre les 100% de l'espace qui est disponible et les champs de formulaire vont directement se retrouver en dessous. Une fois que c'est fait, je me dis que je vais cibler directement les champs de type input. Et lorsque je cible les champs de type input, je me dis que je vais les mettre en forme tous ensemble de la même façon. Je vais cibler les champs de type input. Je me dis que je vais également cibler ici le texte where parce que j'ai envie de leur donner ce même type de style. Et là, je devrais mettre plutôt une virgule. Et après, je me dis que je vais également cibler aussi le select de la même façon. Donc, lorsqu'on cible des éléments CSS et qu'on les sépare par une virgule, on est en train de dire, tu vas me cibler les inputs, tu cherches également les textes where et tu vas chercher les select. Donc, je viens de cibler en fait 3 éléments à la fois. La première chose que je vais commencer par faire, c'est de me dire, je ne veux pas de bordure. Donc, je mets ici un border à none. Ensuite, je me dis que je vais lui donner un font size même de 16 pixels. Je veux que la hauteur ici soit une hauteur automatique, donc je vais mettre ça à auto. Je vais également lui mettre ici une largeur de 100%. Donc, je mets une largeur à 100% et après, je me dis que je vais lui donner un padding de 15 pixels. Généralement, les marges, je préfère les mettre à 0. Vu que nos champs de texte sont directement collés avec le label qui est ici, on s'est dit qu'il faudrait un espace. Donc, je vais mettre ici un margin bottom dans les 30 pixels. Et après, je me dis que je vais lui donner une couleur de fond. Donc, pour ça, je mets ici un BGC. Et la couleur de fond en question que je donne, c'est une couleur que je calcule avec la fonction RGBA. Donc, je me dis ici, on aura 255. Ensuite, j'aurai 164. La troisième couleur, ça sera 0. Et je vais diluer ça à 0,1.
Donc là, vous allez remarquer que immédiatement mes champs de texte viennent de changer et ils ont une légère couleur orangée tout à l'arrière. Lorsque je sélectionne, vous voyez qu'il y a cette petite bordure bleue qui apparaît. On appelle ça le outline et le outline ne m'intéresse pas. Donc je me dis que lorsque je demande à ce que le border soit détruit, je veux aussi que ce outline soit également détruit. Donc maintenant, si je reviens prendre le focus sur mes champs, vous voyez qu'il n'y a plus rien qui se produit. Donc à ce niveau, on vient de styliser tous les inputs, ce qui fait que même si on revient dans notre document, si je décide par exemple ici d'ajouter un input de type number, lorsque je vais sauvegarder, là ça a mis une checkbox, je voulais plutôt mettre ici un input de type number. Lorsque je sauvegarde, vous voyez qu'il prend directement la mise en forme des éléments qui sont ici. Mais il se pose un problème en fait. Premièrement, vous allez remarquer qu'on n'arrive pas vraiment à bien lire cette section. Deuxième chose également, les deux sont cochés. On ne sait pas ce qui doit être coché entre mineur et majeur. Pourtant, dans les radios, on s'était dit les deux ne doivent pas être cochés en même temps. Donc, ce qu'on va se dire pour résoudre ce problème, c'est que lorsqu'on a les inputs de type radio et de checkbox, à leur label, on va ajouter une nouvelle classe. Donc, je vais me mettre également là. Je vais descendre à ce niveau-là où j'ai les checkbox et là où j'ai les labels, je vais les sélectionner et je me dis qu'on va leur ajouter une nouvelle classe. Cette classe ici, on va simplement l'appeler light. Et cette classe va nous permettre de styliser les labels qui sont associés au checkbox et au radio. Donc du coup, on va revenir ici dans notre CSS et on va s'intéresser effectivement aux labels qui auront la classe light. Donc je sélectionne ici label et je dis si tu cherches ces labels et tu te rends compte qu'ils ont la classe light, tu dois les mettre en display de type inline. Donc à ce niveau, je viens de mettre ces labels ici de type inline, ce qui veut dire que normalement les checkbox qui sont là devraient se retrouver sur la même ligne. Mais pourquoi est-ce que les checkbox et les radios ne se retrouvent pas sur la même ligne? C'est simplement parce que lorsque j'ai utilisé le sélecteur type ici des inputs, j'ai demandé que ça me prenne tous les inputs que ça va trouver dans mon document. Ce qui fait qu'à ce niveau, vu que les checkbox sont également des inputs, il va prendre ces inputs et il va leur donner une largeur de 100%. C'est pour cela que les checkbox qui sont ici et les radios qui sont là prennent 100% de l'espace disponible. Du coup, le texte qui devait se trouver juste après va se retrouver en dessous. Donc, l'une des choses qu'on pourrait faire, c'est de dire par exemple qu'on va ajouter une classe à chacun des inputs ici et se dire pour ces inputs-ci, on leur donne une classe en particulier. Pour ces autres inputs, on donne une autre classe en particulier et également pour ceux qui ne se retrouvent pas ici. Mais là, c'est un travail supplémentaire que je n'ai pas envie de faire. Je me dis que je peux plutôt sélectionner les sélecteurs d'attributs. Donc, je me dis, lorsque j'ai les inputs de type texte, email et password, je veux que ça prenne les 100%. Et également, si j'ajoute par exemple un input de type number ou de type phone ou de type URL, je veux que ça prenne 100%. Et lorsque j'aurai les inputs de type radio et les inputs de type checkbox, je veux que ce soit simplement de type display inline, que ça ne prenne pas les 100%, que ça ait un display natif. Ce que je pourrais faire dans mon CSS, c'est de me dire, lorsque je viens ici, je vais sélectionner un input par exemple et je me dis, je vais prendre input de type texte. Ce que je viens d'écrire là, je vais commencer à écrire la même chose en me disant les inputs de type select, les inputs de type URL, les inputs de type password, les inputs de type email et number. Ça va devenir très long. Ou alors la deuxième chose que je peux faire, c'est de me dire, lorsque je sélectionne tous les inputs qu'on peut avoir dans notre document, il n'y a que quelques inputs que je veux éviter. Donc je sélectionne le input. Ensuite, j'utilise ici le sélecteur de négation, la pseudo-classe note, et je vais lui dire, lorsque tu vas me sélectionner les inputs, tu sélectionnes tous les inputs que tu vas trouver, mais tu évites de me sélectionner les inputs de type checkbox par exemple. Donc là, je viens de lui dire, tu vas sélectionner tout, mais tu esquives les checkbox. Ensuite, je lui dis par la même occasion que tu vas également éviter de me sélectionner les inputs qui sont de type radio. Donc là, je viens de lui dire, tu vas sélectionner tous les inputs, mais lorsque tu vas avoir un radio ou alors que tu vas avoir une checkbox, tu vas l'éviter. Et vous voyez que ça résout directement ce problème. Donc, je mets en forme les inputs qui est ici avec le texte et le select. Mais tout ce qui est checkbox, je ne les mets pas. Et après, je peux venir en dessous et je me dis que je vais prendre les deux éléments que je viens d'écrire ici. Et je me dis, lorsque je vais sélectionner un input qui sera de type checkbox, ou alors que je vais sélectionner un input qui sera de type radio, je vais simplement leur donner un margin qui sera un peu différent.
Je me dis en dessus, je vais supprimer la marge. À gauche, à droite, je vais mettre 4 pixels. En dessous, je vais lui mettre 8 pixels. Et à droite, je vais lui mettre 0 pixels. À gauche, je vais lui mettre 0 pixels. À ce niveau, on a quasiment fini, mais on s'est dit que ces deux éléments ne devraient pas être cochés tous ensemble. C'est simplement parce que lorsqu'on a mis mineur ou majeur par ici, on n'a pas mis l'attribut name. Donc, il faudrait que l'attribut name ici matérialise le fait qu'on est en train de traiter du statut. Et je crois que c'est status. Maintenant, vous voyez qu'on a un seul élément qui sera coché. Et si je coche celui-ci, l'autre va se décocher immédiatement. La dernière chose qui nous reste à styliser avant de s'arrêter, c'est notre bouton qu'on a par ici. Et pour le bouton, ça sera quelque chose de relativement simple, vous allez voir. Je me dis par exemple que lorsqu'on descend ici, j'utilise le sélecteur type button. Et à ce button, je vais donner un padding de 15 et ensuite de 30 pixels. Je me dis que la couleur, ça sera une couleur blanche. Donc je mets ici du dièse FFF. La couleur de fond, ça sera du dièse FF A400. Et après, je vais me dire, on va lui donner une police de texte de 18 pixels. On va s'arranger à ce que le texte soit aligné avec un text align à center. Ensuite, on va lui donner une largeur ici de 100%. Donc à ce niveau, notre bouton, si on regarde, il a déjà changé de forme. Maintenant, il y a cette petite bordure qui est un peu toute moche. On va se dire qu'on va mettre un border et on va lui donner un pixel solide et la couleur, ça sera bien évidemment, on va mettre d'abord du transparent dans un premier temps. Et juste en dessous, je me dis que je vais ajouter ici un border color. Et ce border color, je vais mettre du dièse FF9100. Je me dis également qu'on va lui donner un petit box shadow pour donner un certain effet de relief. Et le box shadow sera du 1 pixel, 1 pixel. Et ensuite, je vais mettre 3 pixels. La couleur que je vais utiliser, ça sera du RGBA. Et là, je mets 0, 0, 0 et je mets 0,1. Donc, si on descend, vous allez vous rendre compte que le bouton est légèrement plus beau. Je me dis qu'après la box shadow, je vais mettre une marge inférieure de 10 pixels. Et je veux qu'il y ait des effets lorsqu'on va survoler le bouton. Donc, lorsqu'on va survoler le bouton, ce qui est une pseudo-classe en fait, je vais reprendre ce même button et je vais lui dire, dans l'état de hover, on aimerait que tu lui appliques un certain nombre de styles. La première chose, c'est de lui donner une couleur de fond qui sera blanche. Par contre, à ce niveau, la couleur de texte, on va mettre ici du dièse FFA400. Et je me dis également que lorsqu'on va survoler, on veut que la box shadow qu'on avait précédemment soit également appliquée ici. Sauf qu'on va désormais modifier sa couleur et dire que ça prenne également du FFA400. Donc si on revient ici, lorsque je vais survoler mon bouton, vous voyez qu'il se produit un effet immédiatement. Mais cet effet est très brut. Je veux qu'il se produise avec une certaine douceur et pour ça je vais ajouter ici une transition. La transition, je vais la mettre à 0,3 secondes. Désormais, lorsque je vais venir et que je survole, vous voyez que ça se produit avec un effet de douceur. Une dernière chose qu'on remarque à ce niveau, c'est que nos champs de formulaire sont collés de ce côté. Pourtant, on aurait aimé qu'il y ait également une marge comme celle-ci. Donc le problème ici, c'est le fait que les éléments HTML, certains éléments HTML par défaut ont déjà certaines propriétés telles que les bordures que vous aurez pu remarquer qu'on a dû supprimer par ici. Ou alors, certains éléments possèdent déjà des marges. Et je vous l'avais dit lorsqu'on a traité du titre qui était ici. Donc, ce qui fait que lorsque on va ajouter nos propres marges, les marges qu'on va ajouter vont être prises et elles vont être rajoutées sur les marges initiales, ce qui fait en sorte que les éléments peuvent souvent déborder. Donc pour résoudre ce genre de problème, très souvent lorsqu'on commence à travailler, on utilise un truc pour réinitialiser les marges. Donc je vais dire, je sélectionne tous les éléments qui se trouvent dans mon document HTML et à eux je vais leur donner un box sizing. La valeur de ce box sizing sera simplement du border box. Donc en utilisant cette propriété, je suis simplement en train de dire à mon navigateur que quelles que soient les marges qu'un élément puisse avoir, lorsqu'on va faire notre calcul, tu devras prendre ces marges en compte et ensuite prendre la quantité que je t'aurais demandé et faire le calcul avec les deux. Ce qui fait que si un élément a déjà 3 pixels et que je demande que ça doit prendre 10 pixels, il va d'abord prendre ces 3 pixels et il va simplement lui rajouter 7 pixels. Donc il ne va plus prendre 3 pixels et lui rajouter 10 pixels comme ça faisait précédemment. C'est en quelque sorte à ça que c'est le box sizing. Donc, à ce niveau, notre problème est résolu et notre formulaire, il est bien formaté.
Ici, on a dit qu'il ne devra pas dépasser les 300 pixels et puis je me dis par exemple que c'est très petit sur cette page. Donc, on va revenir par exemple ici et je vais me dire que lorsqu'on met notre formulaire, on va par exemple dire max 8 ici et je vais mettre 600 pixels. Et là, le formulaire est nettement mieux. Donc, je vais ouvrir et on aura notre formulaire qui est comme ceci. On va donc s'arrêter là. Le tutoriel aurait été un peu long parce que très souvent, concevoir en HTML et en CSS, ça prend beaucoup de temps. Vous avez vu qu'il fallait imaginer la structure de notre projet et qu'il fallait ensuite commencer à traiter du CSS. Mais qu'à cela ne tienne, si on revient ici dans notre document, vous allez vous rendre compte que les lignes de CSS n'atteignent même pas 100 lignes. Nous sommes très loin d'avoir 100 lignes, tout espace confondu. Cela étant dit, dans la prochaine partie, on va directement attaquer la conception de notre projet. C'est pourquoi nous sommes là réellement. Donc, apprêtez-vous dès la prochaine partie. Les vraies choses commencent. Autre chose que je voulais également dire, si vous voulez bien suivre cette formation, vous devez également être à l'aise avec Git. Git qui permet de faire du versionning. Et si vous voulez savoir à quoi ça se refait, comment utiliser Git, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo sur le tutoriel Git que j'ai conçu. Et également, lorsqu'on va faire du CSS, vu qu'on risque de se retrouver avec un projet qui aura plus de 2000 lignes de CSS, si on se met à le faire dans un seul fichier, on sera vraiment perdu à un certain moment car il faudra faire des modifications. Donc pour cela, on va utiliser le préprocesseur Sass avec son framework Compass qui vont nous permettre d'organiser notre CSS et de pouvoir nous retrouver facilement. Donc si vous voulez savoir comment ça fonctionne également, vous allez devoir regarder le tutoriel Sass et Compass que j'ai produit à cet effet. On va donc se donner rendez-vous dans la prochaine partie et dans cette partie, on va directement attaquer la conception. Donc on va directement fixer les bases de notre projet. Et dès cet instant, vous allez vous rendre compte que la formation va prendre une autre tournure. Ça va devenir bien plus intéressante parce que vous serez en train de travailler un projet concret. Du coup, votre apprentissage va commencer à prendre forme et vous allez commencer à gagner en expérience.